Bonjour à tout le monde. Alors j'ai un double plaisir parce que j'ai commencé ma carrière de chercheur ici et ça me fait plaisir de revenir de faire deux exposés ici en salle W, mais aussi parce que je le fais devant les professeurs des classes préparatoires dont j'ai eu la chance d'avoir des élèves qui sont passés par l'ENS, qui ont fait des thèses, dont un qui a précisément travaillé sur les mathématiques que je vais vous présenter. Je vais mentionner son nom, peut-être qu'il était un de vos élèves. Et donc en fait, ça fait partie, donc la thématique fait partie un peu de la recherche mathématique actuelle qui est en plein essor, parce que ça va être question de dualité entre le discret et le continu. Donc je pense que vous allez voir très probablement aussi dans des autres cours de ces deux journées, d'autres facettes de cette dualité. Et vous allez voir, en fait, je vais vous parler des choses qui touchent à la fois les mathématiques des objets discrets et les mathématiques des objets continus. Donc, c'est centré autour des travaux de Junhu, qui a apporté des contributions importantes dans l'application des méthodes issues de la géométrie des objets continus pour répondre à des questions combinatoires. Mais il s'agit aussi, en fait, il y a une autre direction de recherche qui consiste à utiliser les méthodes combinatoires pour, c'est vraiment, il y a une dualité. Peut-être en fait, je pense que tout le monde a parlé de discrétisation des objets continus. C'est la première chose qui vient à notre esprit quand on parle du lien entre le discret et le continu. Mais en fait, tout ce que je vais vous raconter, c'est une autre direction où on va apparaître une belle géométrie pour les objets discrets qu'on va les retrouver à la limite des objets continus. Donc en fait, ça, c'est des mathématiques qu'on voit quand on fait passer à la limite, à l'infini, les objets continus. Donc les géométries des objets continus deviennent une géométrie discrète dont je vais vous donner un petit aperçu. D'accord ? Donc je vais commencer par la prélude historique. Et je vais vous présenter quelques thèmes combinatoires que je trouve parmi les gemmes de ce domaine. Et vous allez voir en fait qu'il y a un lien peut-être d'une première vue pas apparente entre ces thématiques que je vais vous présenter. Donc, premier exposé. Donc la première thématique, c'est peut-être l'un des théorèmes les plus connus en mathématiques, le théorème des... que tout le monde connaît, même tout le monde connaît. Je pense que si vous prenez une personne au hasard dans la rue, s'il sait un peu de maths, il connaît ce théorème. Le théorème des quatre couleurs. Excusez-moi, je suis un peu biaisé. Non, parce que je suis un peu biaisé en fait. Non, c'est vrai que pour moi-même, en fait, je pense que peut-être effectivement c'était le théorème de Pythagore. Alors, c'est le théorème des quatre couleurs. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce théorème. Donc, je pense que c'était un mathématicien botaniste anglais qui a, dans les années 1850, je pense, il a aperçu en fait qu'il pouvait colorier la carte des régions de l'Angleterre avec quatre couleurs pour que les régions voisines de sorte que toutes les régions voisines reçoivent des couleurs différentes. Alors il a posé la question à son frère qui était aussi mathématicien et lui il a posé à un autre mathématicien qui était un peu plus peut-être reconnu, qui s'appelle Auguste de Morgan. Je pense que du coup tout le monde s'est posé cette question et il est arrivé à Cayley. Donc la première trace de ce théorème, de cette question date de 1878. C'est dans un texte de Cayley. Et ensuite, donc c'était plutôt comme une question. Et un an plus tard, Kempe, donc peut-être 1519 si je ne me trompe pas, il annonce une preuve, il écrit la preuve et tout le monde l'accepte, mais 11 ans plus tard, il s'avère qu'il y avait un trou. Et donc en fait, le théorème reste, la question reste ouverte pour un siècle, plus d'un siècle, et c'est en 1900
1978 que deux mathématiciens, Appel et Haken, et annoncent une preuve de ce théorème. Et la preuve, elle est tellement compliquée qu'eux-mêmes, ils disent que peut-être il y a des trous. En fait, ils écrivent beaucoup plus tard qu'il y a peut-être des trous parce que dans la preuve qu'on a trouvée, il y a 2500 diagrammes qu'il faut comprendre, parce qu'en fait, la preuve passe par une réduction au cas qu'il faut vérifier ensuite à la main. Et donc, il faut utiliser l'ordinateur. Ils ont fait travailler, je pense, une vingtaine, une trentaine d'ordinateurs pendant plusieurs mois pour tester tout. Et c'est finalement en 1991 que quatre mathématiciens parmi les plus grandes, je pense, qui ont contribué à la théorie des graphes, peut-être je vais les nommer ici, c'est Robertson, Sanders, Seymour et Thomas, qui annoncent une preuve qui utilise toujours l'ordinateur, mais avec un nombre beaucoup plus petit de configurations. Et les méthodes qui ont été développées ensuite ont fait l'essor de la théorie des graphes, l'application de la théorie des graphes à l'informatique et tout ça. Donc en particulier, cette question a donné naissance à la théorie des mineurs, qu'on appelle la théorie des mineurs. Donc je vais peut-être vous parler, juste si j'ai le temps, pendant les deux exposés, parce que c'est lié aux thématiques que je vais vous présenter. Mais entre ces deux périodes, c'est-à-dire entre le temps qu'il a pris pour résoudre cette question, il y a Birkhoff, qui est plutôt connu comme quelqu'un qui a travaillé sur la mathématique des objets continus. Il a travaillé sur les systèmes dynamiques, qui a regardé cette question, je pense par curiosité, et donc il a proposé une méthode qui consiste à compter, à la place d'essayer de démontrer qu'on peut colorier les cartes d'une région. Il définit une fonction qui est une fonction de comptage. Alors, donc peut-être que je vais préciser d'abord la question, et donc je vais parler de ce théorème parce qu'il va s'agir de la fonction de comptage qu'il a introduit dans cette approche au théorème de 4 couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On a une carte qui nous a été donnée, c'est la carte des régions d'un pays. Et ce qu'on veut faire, c'est de colorier chaque région avec une couleur parmi les 4 couleurs qui nous ont été données pour que les deux régions qui sont voisines aient des couleurs différentes. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va utiliser une sorte de dualité pour transformer ça en un autre problème qui est peut-être, puisque j'ai mis c'est là. Alors, donc ça va être la première apparition du mot dualité, parce que c'est vraiment ça, en fait. Même, j'ai commencé aussi par la dualité entre le discret et le continu, et ça passe exactement par ce que vous allez voir ici. C'est une idée très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter chaque région par un point. Par exemple, on peut se dire que cette région, c'est le centre de la région qu'on va prendre comme le représentant de cette région. Et ensuite, les régions qui sont voisines, on va relier les points qui les représentent. Donc, ça va donner ça. Donc, ce qu'on va trouver maintenant, ce qu'on appelle un graphe. Donc, ce que je viens de dessiner, c'est un graphe G qui a un ensemble de sommets V, un ensemble d'arêtes E. Donc les arêtes sont les paires constituées de deux sommets du graphe. Et ici, il s'agit d'un graphe qui se dessine sur le plan de manière à ce qu'il n'y ait pas de croisement entre les arêtes. Vous voyez, si vous prenez deux arêtes, il n'y a pas de croisement. Donc un graphe comme ça, on l'appelle un graphe planaire. Donc cette dualité transforme une carte en un graphe planaire. D'accord, un graphe on peut voir comme le dual, c'est le dual dans le sens aussi que vous voyez les régions sont de dimension 2, les sommets qui les représentent deviennent de dimension 0, les arêtes sont de dimension 1, les arêtes duales sont de dimension 1, et si vous prenez aussi les sommets des points qui étaient un peu les sommets de la carte, maintenant sont représentés par une face de ce plongement. Donc, alors maintenant, il s'agit de colorier. Donc, on voulait colorier les régions. Maintenant, il faut colorier les sommets. Ça veut dire qu'il faut trouver une fonction phi qui va devenir dans l'ensemble des 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. Et la condition, c'est qu'il faut avoir un coloriage propre.
Et le coloriage propre, ça veut dire que pour toute UV arête de graphe, phi de U est différent de phi de V. D'accord? Donc ça, c'est le concept de coloriage. Donc on dit le théorème des 4 couleurs, ça dit que pour tout graphe planaire, il existe une fonction phi de l'ensemble des sommets dans l'ensemble 1, 2, 3, 4 qui vérifie ça. D'accord? Donc Birkhoff, il a proposé de généraliser ça. Souvent, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, on va le généraliser, peut-être ça va donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les coloriages. D'accord? Donc on se donne, à la place de chercher à trouver un coloriage à 4 couleurs, donc lui, il dit, on va se donner à 4 couleurs, et on va compter le nombre de phi de l'ensemble V dans un ensemble à K couleurs, donc 1 jusqu'à K, tel que phi de U et différentes phi de V pour toute arête UV dans le graphe. D'accord? Donc ça va définir une fonction f, que je vais peut-être écrire en rouge. Donc, pardon, ça c'est la fonction f. Alors c'est une fonction qui dépend évidemment du graphe G et qui est définie de l'ensemble des entiers naturels en fait, on va trouver toujours des nombres entiers dans Z. Donc c'est une fonction en fait qui peut être très arbitraire. Mais en regardant de plus près, il a remarqué une propriété que je trouve magique. Donc ça, c'est le théorème, peut-être la contribution un peu majeure de son article qu'il a écrit en 1913. Alors il a démontré d'autres choses qui ont été utilisées par Robertson, Sanders, Seymour et Thomas pour démontrer finalement le théorème des 4 couleurs avec une preuve qui a été vérifiée. Donc il démontre, le théorème, c'est qu'en fait la fonction f qu'on vient de définir est un polynôme. D'accord? F est un polynôme en nombre de couleurs. Alors ce polynôme, on va lui donner un nom, on va l'appeler polynôme chromatique. Et je vais vous démontrer pourquoi c'est un polynôme. La preuve, elle est très simple. C'est surtout l'observation que c'est un polynôme qui est intéressante. Preuve. Alors ici, quand on parle de coloriage, on ne demande pas que les K couleurs soient utilisées. On demande juste qu'il y ait une application. Donc si le nombre de sommets est n, peu importe le nombre de couleurs qu'on a à notre disposition, on ne va pas utiliser plus que n couleurs parce qu'on a n sommets, on ne va pas avoir plus. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut définir, je vais définir les nombres CK pour K de 1 à n comme le nombre de coloriages propres qui utilisent exactement K couleurs. Donc là, on demande que toutes les couleurs soient utilisées. Donc, si on se donne ces nombres, maintenant c'est facile de donner la description de f en fonction de ces cas. Pourquoi? Parce que dans tout coloriage propre, d'abord il faut choisir les couleurs qu'on va forcément utiliser. D'accord? Donc là, on va choisir K couleurs pour K1 à N, et après, une fois qu'on les a choisis, on sait combien de coloriages on peut faire. Donc en fait, avec ça, on peut écrire f peut-être je vais utiliser f de m. Ça s'écrit comme la somme de K de 1 à n, c'est K parmi m. K parmi m, oui. Donc je choisis K couleurs parmi les m couleurs, et une fois que je les ai choisis, j'ai ces K possibilités de... Ça, c'est un polynôme. D'accord? Donc la preuve, elle est simple. Alors, donc du coup, ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'en fait, la question des 4 couleurs, on l'a réduite à démontrer... Alors, 4 couleurs...
f de 4 différent de 0 pour tout graphe, peut-être fg de 4 pour tout graphe g planaire. Alors donc cette formulation algébrique a suscité beaucoup de travaux. Donc on sait qu'il y a un lien. Enfin, il y a souvent, à chaque fois qu'il y a le concours pour le concours d'entrée ici, il y a toujours des questions qui se portent sur les relations entre les coefficients du polynôme et les racines du polynôme, et ça fait partie des choses, des sujets fascinants en fait qu'on trouve. Et ça, ça a fasciné les mathématiciens. Et en regardant de plus près, ils ont observé des phénomènes très très intéressants qui sont peut-être plus intéressants que le théorème des 4 couleurs lui-même. Donc, comme c'est un polynôme, on va écrire fg, peut-être f, comme, alors je vais l'écrire comme ça, a0 plus a1 alors je vais l'écrire sous cette forme parce que vous allez voir. Où n est le nombre de sommets. D'abord, en fait, il faut voir en fait qu'en général, le degré de ce polynôme, ça va être égal à n. D'accord? Parce qu'on a n sommets, donc asymptotiquement, on peut voir, on va utiliser, ça va être un polynôme qui va comporter comme k puissance n par rapport au nombre mais sinon, vous utilisez cette. Parce qu'il y a toujours. C'est n et n factoriel en fait. Il faut utiliser toutes les couleurs. Donc ici, on voit ça, et ça va. Donc les premières observations, c'est que les AI, les AJ sont des nombres non négatifs. Alors ça, on ne peut pas le voir tout de suite avec ça, mais si j'ai le temps, peut-être dans le deuxième exposé, je vais vous dire pourquoi en fait, parce que c'est le point, parce qu'il y a une description récursive de ce polynôme, en fait, qui va vous donner ça, et c'est cette description récursive qui est à l'origine de tout ce que je vous raconte. Et donc les AJ sont supérieurs ou égaux à 0. A0, alors j'espère, AN est égal à 1. C'est un peu bizarre, oui. Je pense que bon, peut-être il faut normaliser, mais bon, c'est vrai. Et donc, en fait, Reed, un autre mathématicien, dans les années 70, oui. C'est vrai, parce que merci beaucoup, merci parce qu'on dit exactement parce que c'est vrai parce que je regarde mes notes en fait j'ai mis à 0 ici. Et c'est moins en puissance n ici parce que voilà, merci beaucoup. Comment? A0. Oui, merci. Non, mais le terme constant, c'est moins sur N. Le terme constant du polynôme. AN, moins 1, etc. C'est juste dans ce que tu as écrit, tu as corrigé le terme de degré, mais tu n'as pas corrigé les autres termes. A0 est égal à 1. C'est correct, ça. Pardon? Ta ligne pour F, tu n'as pas corrigé les A0. Ah oui, pardon. Oui, merci. Ça, c'est N, oui, exactement. Merci beaucoup. Ok. Et donc, en fait, le phénomène central, c'est que Reed a remarqué dans les années 1978 que en fait, si on regarde les coefficients, il va y avoir un comportement qu'on appelle unimodal, ça veut dire qu'il y a un mode très fixe qui se dessine en regardant des différents graphes. C'est ce qu'on voit, c'est que les AN commencent à monter et ensuite ils vont descendre. C'est-à-dire ils vont former une suite qu'on appelle une suite unimodale. Et cette conjecture a été généralisée en même temps en fait par Welch et Horn, donc je vais l'appeler Welch, qui ont observé qu'il y avait un phénomène un peu plus fort qu'on appelle la log concavité. C'est qu'en fait cette suite forme une suite log concave.
Alors, donc, je vais vous donner la définition de la concavité, mais je continue un peu avec l'histoire. Et donc, Junhu, dans sa thèse, il a démontré cette conjecture pour les graphes. C'est en 2010, mais je crois que l'article est publié en 2012. Alors, donc, la suite, la suite des AJ et le concave. Et ce théorème a été généralisé par Jun lui-même et aussi deux autres mathématiciens, Adiprasito, donc Junhu et Katz, donc en 2015, mais l'article est apparu en 2018. Donc en fait, c'est un phénomène un peu plus général qui est vrai pour d'autres structures combinatoires qui généralisent les graphes. On les appelle les matroïdes. Donc le même énoncé. Pour les matroïdes, d'accord? Alors, donc ça, c'est là, en fait, qu'on voit un peu apparaître le développement d'une géométrie complexe, au sens de l'analyse complexe pour les objets combinatoires, pour les graphes et pour les matroïdes. Donc, la preuve de Junhu était utiliser la géométrie classique, la géométrie complexe. Et cette preuve se dépasse, en fait, se passe complètement d'utiliser les méthodes. Donc, il s'agit de développer l'analogue discret, l'analogue combinatoire des théorèmes classiques en géométrie complexe. Alors, donc, voilà, donc, alors, je dois vous dire ce que ça veut dire la concavité. En fait, la concavité, ça veut dire, si vous regardez log de la suite, ou moins log de la suite, si vous regardez, ça dépend de votre définition de convexité ou concavité. Donc, ça va former en fait une suite concave, d'accord? Donc, si je l'écris, donc ça c'est peut-être je vais l'écrire ici. Log concavité, donc si vous avez une suite des nombres positifs, 1, n, c'est une suite log concave si pour tout j, aj carré est supérieur ou égal à aj-1, aj plus 1. Voilà. Donc, alors, donc il s'agit je vais vous raconter la preuve de ce théorème dans la deuxième partie de mon cours. C'est pas, donc la preuve originale était sophistiquée, ça a utilisé beaucoup, mais c'est une preuve plus simple que je peux vous raconter, au moins les grandes lignes de cette preuve, je peux vous la raconter. Et par contre, donc, je vais utiliser le reste de mon temps ici pour mettre un peu dans le contexte l'énoncé de ce théorème. Pourquoi ces suites sont intéressantes? Où est la source de la concavité? Et où intervient la géométrie? Parce qu'on ne voit pas de géométrie ici. D'accord? Et juste pour finir avec l'histoire de Birkhoff, malheureusement, cette approche algébrique n'a pas donné une nouvelle preuve, une preuve du théorème des quatre couleurs, mais ça a donné, comme vous allez voir, naissance à beaucoup de questions intéressantes autour des objets discrets. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc je vais continuer avec... En fait, les suites log concaves sont abondantes en combinatoire. Alors peut-être que vous en avez déjà vu... c'est les coefficients binomiaux. En fait, les premières suites log concaves sont les suites qu'on trouve c'est les premières suites en combinatoire qui sont les coefficients binomiaux forment les suites log concaves. Mais ce n'est pas la source de la concavité, comme je vais vous... Ok, donc il s'agit donc de continuer, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est le volume. Alors le volume, je vais vous convaincre que c'est le volume en fait qui va être la source de la concavité, et on va voir pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Rn, et sur Rn, on a une belle mesure, la mesure de Lebesgue.
que je vais dénoter vol pour volume. D'accord? Donc, si vous prenez des ensembles intéressants de Rn, normalement, on peut leur associer une mesure qui va être leur volume. Et donc, je vais utiliser une opération sur les ensembles de Rn. Donc, on va prendre A et B des sous-ensembles de Rn. Sous-ensemble. Et on va définir une opération d'addition sur ces ensembles. Alors, cette opération a été définie, introduite pour la première fois par Minkowski, qui a contribué énormément à la géométrie convexe. Mais je pense qu'il est connu aussi pour plein d'autres contributions mathématiques. Mais il a fait aussi énormément de choses en géométrie convexe. Donc, ce qu'on va appeler la somme de Minkowski, elle est définie de la manière suivante. Donc, on va définir la somme de deux sous-ensembles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble de toutes les sommes qu'on peut former avec un élément de A et un élément de B. Donc ça, il va s'agir d'ensemble de type A plus B pour A dans A et B dans B. Alors, par exemple, si vous prenez un segment ici dans R2, donc on va prendre R2, vous prenez un deuxième segment ici, la somme des deux, ça va vous donner une forme qui est... Ça, c'est la somme des deux segments. D'accord? Donc, c'est une somme, en fait, qui est... Alors, toutes les notions toutes les opérations qu'on va définir sont des opérations simples. Ça me permet de... Parce qu'il fait un peu chaud. Mais par contre, ça donne... Ces opérations tellement simples donnent des choses incroyablement riches. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas prendre... Effectivement, cette opération est définie pour toute paire de sous-ensembles de R2. On peut la généraliser à une collection A1, A2 jusqu'à AN d'ensemble. On prend la somme en choisissant un élément dans chaque sous-ensemble. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette opération sur les ensembles convexes. D'accord? Donc, on va dire convexité dans Rn. On dit que A dans Rn est convexe si pour toute paire PQ dans A, le segment défini par les deux points est aussi dans A. Ça, c'est le segment. Donc ces deux ensembles sont des ensembles convexes et on trouve que A plus P est convexe. En fait, c'est un phénomène général. Si vous prenez A et B qui sont des ensembles convexes, leur somme reste convexe. Alors, donc, on va regarder les ensembles convexes A qui sont bornés. Donc, ça veut dire que A vit dans une grande boule dans Rn, et qui sont fermés. Et on les appelle, je vais donner un nom à ces ensembles, on va les appeler corps convexes. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, maintenant, donc on est dans Rn, on choisit un ensemble en n corps convexes. Et alors il y a une autre opération qu'on peut définir sur les ensembles de Rn. Peut-être je vais noter ça ici. On va appeler ça dilatation. Donc si vous prenez lambda dans R+, lambda fois A
c'est l'ensemble de lambda fois A pour A dans A. D'accord? Donc, c'est-à-dire on dilate l'ensemble. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je fixe n corps convexes. Je me donne T1, Tn, des nombres entiers positifs. Alors, je vais les utiliser pour dilater chacun des corps convexes. Donc, je vais regarder T1 A1. Je vais regarder T2 A2. Et Tn AN, et je regarde leur somme de Minkowski et je regarde le volume. D'accord? Alors ça donne une fonction qui dépend de n variables, T1, Tn, et encore miracle, c'est que alors Minkowski a démontré que c'est un polynôme. Alors ça c'est être f de, je ne vais pas l'appeler f de psi de T1 Tn, donc psi est un polynôme en T1 Tn. Alors, comme il s'agit de volume, vous allez en fait, vous voyez tout de suite que si c'est un polynôme, ça va être un polynôme homogène de degré n, d'accord? Par les propriétés de volume. Donc, ça va être un polynôme homogène de degré n. Et ça, donc, ça va donner on va définir maintenant, on va regarder le coefficient de T1T, le coefficient du produit T1Tn, on va l'appeler le volume. Alors, pour distinguer du volume d'un polytope, on va l'appeler volume mixte parce que ça mélange un ensemble de n corps convexes. Donc, on va l'appeler volume mixte de A1 à n. Par définition, ça va être le coefficient d'un psi. Alors en fait, donc, une des contributions majeures de Minkowski, c'était de donner une description de tous les coefficients en fait, voilà, donc c'est vraiment c'est un peu l'ingrédient principal de ce que je vais vous raconter, c'est cette observation que vous allez trouver un volume, ça peut pas être n'importe quel type de fonction, c'est un polynôme quand vous travaillez avec les volumes. Alors, donc, pourquoi ça s'appelle le volume? Parce que si vous prenez, alors, remarque, c'est que si vous regardez, si vous mettez A1 égale AN égale un corps, c'est-à-dire que vous mettez tout le monde égal à un corps convexe A, alors ici, la définition devient très simple. Vous regardez juste T1 fois A plus T2 fois A jusqu'à Tn fois A, ça va donner T1 plus Tn fois A. Et on regarde le volume d'une dilatation de A, et donc ce volume, ça va être le volume de A fois T1 plus T2 jusqu'à Tn puissance n. Donc ça va sortir en fait T1 jusqu'à Tn avec n factoriel. Donc ça va vous donner en fait, si vous mettez tout le monde égaux, tout le monde égal à A, ça va donner le volume mixte. Ça va être égal à n factoriel le volume de A. Donc alors, quitte à supprimer quitte à diviser par n factoriel, si nécessaire, on va retrouver le volume, dans le cas où tout le monde est égal à un corps convexe. Donc c'est vraiment une généralisation. Oui. C'est la dimension de l'espace. Oui, c'est important. C'est important, oui. Parce que c'est la seule. En fait, donc si vous mettez plus ou moins, c'est toujours un polynôme de degré n. Mais si vous voulez faire apparaître T1, T2 jusqu'à Tn, il faut avoir n. D'accord? Il faut avoir exactement n. Parce que c'est toujours un polynôme de degré n. Peu importe combien de corps convexes vous allez prendre. Ok, donc, alors quel est le lien avec la convexité? C'est qu'en fait, avec cette notion, vous allez pouvoir former un cycle concave. Alors, Minkowski lui-même a contribué à ces types des inégalités qui concernent le volume mixte. Mais historiquement, cette inégalité que je vais vous annoncer, c'est un théorème de Alexandrov-Fenchel.
alors 1937. Donc c'est lié à d'autres types d'inégalités qu'on appelle Brown-Minkowski, c'est entre parenthèses, qui a été démontré par Minkowski et Brown, et qui sont peut-être un peu plus connus, hein, parce que ces inégalités concernent le volume, pas le volume mixte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inégalité d'Alexandre-Fenchel? Ça vous dit la chose suivante. Alors, donc, on a associé une fonction volume mixte à une collection de n polytopes. On va former une suite log concave de la manière suivante. Je vais prendre deux polytopes, deux corps convexes, pardon, P et Q. Corps convexe. Et je vais prendre une collection, donc je fixe un nombre J entre 0 n, c'est toujours le même n. Alors vous allez prendre P, J copie de P, et n moins J copie de Q. Et on va former le volume mixte de cette collection. Donc on va avoir n corps convexes, on va prendre leur volume mixte, et je vais l'appeler AJ. Alors le théorème d'Alexandre-Fenchel, ça vous dit que vous allez trouver une suite log concave. Alors, A0 et AN et log concave. Alors, c'est pas complètement trivial comme énoncé, donc il faut le démontrer. Je ne vais pas le démontrer, mais la méthode que je vais vous présenter à la fin, ça démontre ça de manière assez triviale. Okay. En fait, trivial, parce que bon, ça veut dire ça va démontrer une manière de démontrer ça plus tard. Mais donc, il y a plein de démonstrations parce que ce sont des inégalités qui sont utilisées partout en probabilité, en analyse convexe, voilà, donc c'est en combinatoire. C'est le théorème d'Alexandre. Donc la philosophie, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que la philosophie, en fait, ça c'est un peu le point philosophique, c'est qu'à chaque fois que vous voyez, alors l'origine, la source de la log concavité, c'est l'existence des deux polytopes qui devraient fournir la plupart des suites log concaves que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, si vous allez rencontrer, forcément il y a un lien avec la théorie des corps convexes via ces inégalités. Je ne connais pas en fait une autre manière de construire. Même des choses, donc le théorème de la concavité, on ne trouve pas, pour l'instant on ne trouve pas des polytopes, mais la méthodologie va fabriquer quelque chose qui va jouer le rôle des deux polytopes P et Q. Donc il va s'agir d'avoir l'analogue des deux corps convexes P et Q qui vont vous donner une description de la log concavité des coefficients du polynôme chromatique, okay, via la suite qu'on va trouver comme ça. Okay. Donc c'est vraiment l'origine de la log concavité. Ok, je vais continuer. Maintenant, je vais vous parler. Donc ça, il s'agissait maintenant de la théorie des corps convexes. Oui, ok, c'est bon. Ok, je vais continuer. Maintenant, je vais restreindre un peu là, parce que le corps convexe, c'est plus difficile à contrôler que les corps convexes qui sont aussi discrets. Donc, on va les appeler ils s'appellent des polytopes. Donc, je vais vous parler un peu de comment, pour les polytopes, on peut expliquer ça et quel est le lien avec la combinatoire du polytope. Donc, ça fait partie un peu de la prélude historique de l'ensemble des développements récents. Donc, je vais vous parler des polytopes, qui sont des exemples de corps convexes. Et c'est toujours la contribution de Minkowski. Okay. Donc, alors qu'est-ce que c'est qu'un polytope? Un polytope, c'est du coup P est un polytope. P polytope est un polytope dans Rn. Si c'est un corps convexe. Et il s'écrit comme une combinaison finie. Donc c'est défini par un nombre fini de points dans le sens suivant. C'est-à-dire que P est égal à lambda 1
peut-être P1 plus lambda M PM. Donc c'est pas le même, ça c'est différent. Donc ça peut M. Justement, il va s'agir de comprendre. c'est un nombre. Alors lambda 1 P1, lambda M PM, avec les lambda 1, lambda M qui sont des nombres réels non négatifs, et la somme des lambda I égale 1. D'accord? Donc ça veut dire que P est, alors les P1, P1 avec les nombres, avec les points P1, PM dans Rn. Alors on dit que P est l'enveloppe convexe des points P1 jusqu'à P. D'accord? Donc peut-être pour donner un exemple, vous prenez un P1, P2, PM, et ensuite l'enveloppe convexe de ça va donner un joli objet qui va être comme ça avec tout l'intérieur. Et vous voyez, en fait, il va apparaître une structure linéaire par morceau. Donc on va voir en fait des bouts d'espace linéaire de Rn qui vont former, on les appelle les faces. Donc je vais vous parler dans un instant ce que c'est, on les appelle, c'est toute la structure linéaire du bord, et aussi l'intérieur, on les appelle les faces du polytope. Je vais vous en parler, mais je vais juste parler d'une autre dualité démontrée par Minkowski. Alors Minkowski, il a remarqué en fait qu'il y avait une dualité, c'est un peu dans le même style de dualité de début de mon exposé, qui transforme la structure du polytope en des cônes qui sont bien arrangés dans Rn. Donc ça va de Rn dans l'espace dual, mais on va les voir dans Rn. Alors c'est le théorème suivant qui le démontre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction, c'est toujours Minkowski. Alors on va définir une fonction h de Rn dans R. Donc on va fixer un polytope P, P1 polytope. Et on va définir une fonction h que Minkowski appelle fonction support. Alors c'est une fonction très simple en fait. Rn, vous voyez ça, le point Rn ici, vous le voyez comme une direction, et après vous allez maximiser le produit scalaire le long de cette direction sur le polytope. D'accord? Donc h de x, par définition, c'est maximum de x fois p pour p à un point du polytope. Alors ça c'est pour le produit scalaire euclidien. Sur Rn. D'accord, donc on appelle ça fonction support. C'est pas n'importe quel type de fonction pour la raison suivante, parce que Minkowski démontre le théorème suivant. Alors premièrement, c'est que Rn va se décomposer en une union de cônes en union finie de cônes convexes. Peut-être que je vais appeler ça sigma. Donc c'est constitué de cônes sigma J, peut-être, avec J appartenant à un ensemble fini S. Ça, c'est un ensemble fini. Alors, sigma J sont des cônes dans le sens où c'est le cône engendré par un nombre fini de vecteurs. D'accord? Alors, ça, c'est des sigma J. Donc, je vais vous expliquer comment on trouve ça. Mais, donc, alors, c'est quoi l'intérêt de cette décomposition? C'est qu'en fait, il dit que si vous prenez H, si vous prenez la fonction support, alors Rn se décompose en union de cônes convexes, comme ça, tel que la restriction de H sur chaque sigma J est linéaire. En fait, vous allez avoir une fonction qui est linéaire par morceau.
Deuxièmement, c'est que H est convexe. Globalement, comme une fonction sur Rn, elle est convexe. Et troisièmement, il va y avoir une bijection entre polytopes. Alors ça, c'est un des beaux théorèmes qui démontre, c'est qu'il y a une bijection entre polytopes. C'est-à-dire que l'ensemble de tous les polytopes que vous allez trouver dans Rn et les fonctions H qui vérifient ces deux propriétés. C'est que Rn se décompose en une union de cônes convexes tel que H, la restriction de H est linéaire et H est globalement convexe. Donc convexe linéaire par cône. Donc ça, c'est une bijection entre les polytopes, c'est-à-dire que on peut transformer les polytopes en des fonctions H, linéaire par convexe, linéaire par cône. Et la propriété remarquable, c'est que maintenant le volume de polytope P, ça va devenir un polynôme en H. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait qu'une fois que vous avez trouvé cette fonction, c'est une fonction, vous avez une décomposition de Rn. C'est une décomposition en cône. On va voir comment on va trouver cette décomposition, mais vous savez que Rn va se décomposer en union de cônes, et sur chaque cône, vous avez une fonction linéaire. Quand vous avez une fonction linéaire, la fonction elle est définie avec ses valeurs sur les rayons, parce que c'est une fonction linéaire, il suffit juste de donner les valeurs de la fonction sur les rayons. D'accord? Donc vous allez trouver un nombre fini de valeurs. Et ce dernier point, ça vous dit que le volume du polytope, ça s'écrit comme un polynôme en ses valeurs. D'accord? Et ça vous donne une démonstration. Alors, ça, une fois que vous avez démontré ça, c'est vrai que ça va donner aussi une démonstration de ça, parce que, en démonstration pas compliquée du fait que le volume mixte, comme je l'ai défini, c'est-à-dire que là, si je prends la somme, le polynôme, la fonction que j'ai définie, ça va être un polynôme. D'accord? Donc, vous allez pouvoir démontrer ça aussi de cette manière. D'accord? Le fait que c'est un polynôme, le fait que le volume mixte, et le fait que le polynôme, le volume de la somme dilatée de A1 à N est un polynôme, c'est une conséquence de ça. Ça ne vous dit pas les inégalités d'Alexandre-Fenchel, mais ça vous donne le comportement polynomial. Alors, donc, je vais maintenant parce que donc, il s'agit d'une belle dualité, je vais vous raconter comment on trouve la décomposition de Rn à partir du polytope. D'accord? Parce qu'on peut le voir de manière graphique, comme on a fait pour la dualité planaire. Ok, donc cette décomposition, alors je vais faire un dessin. Alors je vais prendre un polygone dans R2 et je dis que, alors c'est Minkowski qui dit que si vous prenez un polygone comme ça, alors vous allez pouvoir trouver une décomposition de R2 en cône de cette manière. Et il va y avoir des rayons, des cônes de dimension 2. Et non seulement c'est une décomposition, donc le polygone ça vous donne ça, mais aussi vous allez avoir une bijection. En fait, c'est une dualité, un peu de type dualité planaire. Alors comment on va trouver? On va regarder la direction. En fait, ça va être cette décomposition, ce qu'on appelle la décomposition. Alors on appelle ça l'éventail normal. Alors le mot éventail, ça vient parce que ça comment dire, ça donne en fait l'image qu'on pourrait en faire, c'est que vous avez peut-être vu des éventails japonais. C'est pour ça en fait que ça s'appelle l'éventail en français, parce que ça rappelle un peu la forme des éventails. Alors là on le voit pas parce que c'est plat, mais pour démontrer par exemple pour le théorème de l'obconcaté sur les graphes, il faut faire des éventails qui ressemblent beaucoup plus aux éventails japonais. Mais ça c'est alors ça c'est un éventail normal. Comme on trouve, le mot normal, ça indique qu'on regarde les directions normales. D'accord? Donc si vous prenez la direction normale à ce côté du polygone,
le long de cette direction, la fonction h va être, en fait, la fonction, donc sur cette direction, effectivement, la fonction h va prendre sa valeur max sur cette face. Donc cette direction, on la trouve ici. Si vous prenez maintenant l'autre direction, qui est orthogonale à l'autre face, vous allez retrouver ça, vous allez la retrouver ici. Et toutes les directions entre les deux, le maximum de produit scalaire, c'est-à-dire la valeur de la fonction h est atteinte sur le point d'intersection des deux faces. D'accord? Donc ça correspond à tout ce que vous voyez ici. D'accord? Donc ça, c'est la première direction. Ça, c'est la deuxième direction. Et si on s'intéresse à ce point, si vous prenez n'importe quelle direction entre les deux, c'est-à-dire dans ce cône, vous allez trouver que la fonction h sur cette direction va prendre sa valeur max sur ce point. D'accord? Donc, formellement, en fait, bon, je ne vais pas donner la dimension formelle, mais c'est vraiment l'idée, c'est que vous allez avoir pour chaque face f, alors il faut que je définisse proprement face, et je vais le faire dans un instant, je vous ai promis, mais c'est à chaque fois que vous prenez une face, vous allez prendre l'ensemble des directions telles que la fonction h prend sa valeur sur cette face, d'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre le maximum de produit scalaire dans la direction donnée sur le polytope, et vous allez prendre toutes les directions telles que cette valeur max est atteinte par un point P sur cette face. D'accord? Donc ça va vous donner un cône convexe ici. C'est ça la définition. Donc chaque f donne un sigma f. Et c'est un éventail. Donc la définition d'éventail, la définition formelle, c'est la chose suivante, c'est que vous allez avoir une collection sigma à J, pour J dans un ensemble fini S, est un éventail si, alors il y a deux propriétés. La première propriété, c'est que si vous avez un sigma qui est dans sigma, si vous prenez tau une face de sigma, alors ce sont des cônes convexes, d'accord? Sigma est un cône convexe. Si vous prenez tau une face de sigma, alors tau est aussi dans sigma. Et deuxième chose, c'est que si vous prenez sigma et état deux cônes de sigma, alors si vous prenez l'intersection des deux, ça va être une face commune. Et donc, ça appartient à sigma. D'accord? Donc, ce qu'on voit ici, si vous prenez n'importe quel cône, n'importe quelle face de ce cône appartient à sigma. C'est-à-dire que sigma est constitué des rayons du point ici et des cônes de dimension 2. Et si vous prenez deux cônes quelconques, leur intersection, soit c'est l'origine, ça appartient à l'ensemble des cônes, ou c'est un rayon. Et ça, c'est la définition d'un éventail. C'est une définition simple. Ça interdit d'avoir des situations où vous avez un cône comme ça et un deuxième cône qui va juste avoir un chevauchement. Ça, c'est interdit. Ce n'est pas un éventail. Alors, donc, en fait, cette dualité, ça permet de transformer les polytopes en éventail muni d'une fonction convexe, linéaire par cône, et ça permet de démontrer, par exemple, ce type de résultat. Donc, c'est une dualité qui est utile, et ça transforme, comme vous avez remarqué, une face de dimension 1 se transforme en un cône de dimension 1. Une face de dimension 0, ça devient un cône de dimension 2. Et une face de dimension maximum 2, ça devient maintenant un point. Donc c'est vraiment une dualité de type de la dualité qu'on a vue tout à l'heure avec les graphes planaires. Ok, donc je vais continuer encore à vous raconter des choses intéressantes sur les polytopes. Est-ce qu'il y a des questions sur... ça va être le dernier point, je pense, de... Est-ce qu'il y a... Les plus gros cônes que tu vois, qui sont des dimensions maximales, c'est vraiment l'ensemble des points où le maximum dans ta fonction il est atteint en un sommet. Un sommet, exactement. Les cônes max sont exactement, ça correspond exactement à ça. Donc si vous prenez le polytope dans n'importe quelle dimension, vous allez avoir des sommets. Chaque sommet va donner un cône de dimension max. Et ça te décrit tout l'éventail ou le reste, ça te dit juste comment les... Oui, ça fait ça. Si vous avez ça, les intersections donnent tout le reste, exactement. Mais c'est une bijection parfaite, en fait. Donc, il faut démontrer quand même, c'est pas complètement, ça ne découle pas tout de suite. Mais c'est pas compliqué. Donc. Ok. Alors maintenant, on va continuer à s'intéresser aux polytopes, mais je vais m'intéresser à la combinatoire des polytopes. D'accord? Comme vous voyez, il y a une structure de face.
je vais définir proprement ce que ça veut dire une face et on va s'intéresser à la combinatoire des polytopes. Est-ce qu'il y a une question? En fait, simplement, ici, la face, enfin, le deuxième point, c'est qu'en fait, si vous prenez si vous prenez deux cônes, alors chaque cône, ce sont des cônes en fait qui sont des cônes engendrés par un nombre fini de rayons, donc ils vont avoir aussi des faces dans le sens que je vais définir, parce que c'est un corps, vous voyez, c'est un corps convexe, mais en plus il est engendré c'est pas engendré par un nombre fini de points, mais par un nombre fini de droites. Et donc il va y avoir des faces. Donc, il y a une structure de face, et ça dit que si vous prenez deux cônes dans cette collection, leur intersection est une face. Mais sur le dessin là-bas, quand on prend des cônes qui sont comme ça, en fait, ils sont joints juste par un point. C'est ça, ce point. Lui il est aussi, lui aussi, il est une face. Alors, ça fait partie de la collection. Pourquoi? Parce que si vous prenez la valeur de la fonction h en 0, vous allez trouver 0 partout. Donc, ça correspond à l'ensemble, le polytope tout entier. Donc, le polytope tout entier se transforme en un point. C'est cette dualité, en fait, ça rétracte le polytope tout entier en un point. Alors, donc, ça, c'est. Alors, je vais vous parler maintenant d'un quatrième thème lié à tout. En fait, c'est peut-être le point. Est-ce que j'ai. C'est peut-être le point important de toute cette histoire. C'est ce qu'on appelle l'algèbre des polytopes. Alors, pour l'instant, j'ai défini juste les polytopes individuellement et je vais vous définir une structure d'algèbre sur l'ensemble des polytopes. Okay? Cette structure algèbre, elle est fascinante et ça vous permet de faire toutes sortes d'opérations, des logarithmes, des exponentiels sur les polytopes, et c'est lié à toute la géométrie derrière tout ce que je vous raconte. Alors, mais je vais vous motiver pourquoi en fait cette structure algébrique a été définie par la personne qui l'a définie. Et ça, en fait, donc l'introduction de cette algèbre est liée à la combinatoire des polytopes. Donc, je vais vous parler un peu de la combinatoire des polytopes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les polytopes? Okay? Donc, combinatoire. Alors, premièrement, si on se donne P un polytope dans Rn, on va définir une face de P est un sous-ensemble Alors je vais assumer non vide. Il y a des gens qui permettent d'avoir des ensembles vides comme face de la forme P intersection avec un H. Alors une face, c'est un sous-ensemble de P de la forme non vide de la forme P intersection avec H. Pour H, un hyperplan affine de Rn. En fait, j'ai perdu un peu là. On a commencé un peu, j'ai encore un peu de temps. Non, c'est bizarre, si on prend n'importe quel hyperplan, on va avoir des rayons. Non, justement, plan de Rn, je vais continuer. Pardon. Excusez-moi. Tel que P est entièrement dans un demi-espace. En fait, j'ai perdu un peu parce que je me rends compte que l'horloge là-bas, elle n'est pas correcte. Je pensais que j'étais déjà à 45 parce qu'on a commencé. Désolé. Donc, tel que P est entièrement dans un des demi-plans. Défini par H. D'un des deux, en fait, d'un des deux demi-plans définis par H. D'accord? Donc, par exemple,
si vous prenez un cube, vous pouvez prendre, si vous prenez donc c'est un cube qui est dans R3, si vous prenez l'hyperplan horizontal et vous le bougez pour que le cube se voit dans l'un des demi-espaces définis par l'hyperplan affine, vous allez avoir l'intersection des deux, ça va vous donner cette face. D'accord? Alors, quand on parle de la combinatoire des polytopes, on s'intéresse au nombre de faces. D'accord? Donc, à chaque polytope P, on peut associer un vecteur qu'on appelle le vecteur des faces, le nombre de faces. Alors, je vais l'encoder de la manière suivante, F0, F1 jusqu'à Fn. Je suppose que le polytope, j'ai un polytope dans Rn, on va supposer que F peut-être le polytope est de dimension n, parce que sinon on va prendre l'espace engendré par Rn. Dimension n, de dimension max. Donc je vais associer à ce polytope un vecteur F0, F1 jusqu'à Fn, avec Fj, le nombre de faces de dimension j. Alors, peut-être, est-ce que la première question qui se pose, c'est est-ce que tout vecteur constitué des nombres entiers et non négatifs peut être le vecteur associé à un polytope? Exactement. Donc, en fait, la première chose, c'est que Euler nous a montré que ce n'est pas possible. Donc, il y a la relation d'Euler qui est aussi qui fait partie un peu de ce thème de dualité qui va être récurrent, qui dit que si vous prenez la somme alternée ça va être alors ça va être moins 1 puissance n, si je ne me trompe pas. Parce que, alors peut-être qu'il y a la face externe, mais elle n'est pas... On n'est pas sur la sphère, on est sur un polytope. Bon. Si vous prenez un, alors peut-être peut-être que pour être sûr. Alors si on prend donc l'exemple de polytope, alors si vous prenez le point, ici c'est un point, c'est de dimension 0, f0 c'est égal à 1, donc ça c'est le vecteur. Et évidemment on a la relation de l'air. Ensuite si on prend un segment, en dimension 1, on va avoir juste un segment. Le vecteur associé, c'est 2, 1. Ça vaut 1, donc ça fait toujours 1. Oui, merci, oui. Oui, en fait, ok, donc si on prend maintenant un polygone de dimension 2, donc ici, par exemple, on va avoir autant de sommets que de segments, donc ici, ça va être 1, 2, 3, 5. 5 et 1. Donc, voilà, donc la question. Donc, effectivement, tout vecteur ne peut pas être le vecteur de nombre de faces d'un polytope, mais la question, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une caractérisation du F vecteur, des F vecteurs, l'ensemble des F vecteurs. Mais je pense qu'on a commencé un peu plus tard, non? On a commencé à... C'est vrai? Ouais, le plus epsilon était petit parce qu'il était 31 quand je suis arrivée. Ah, ok. D'accord. Excusez-moi, j'ai un peu perdu la notion du temps. Mais peut-être que c'est pas... Si je peux avoir encore 5 minutes pour au moins dire la chose que je... 5 minutes. Après, je m'arrête et je peux continuer. Oui. Ok. Donc, je dis juste, voilà, je finis dans 5 minutes et je continue, je résume après, je reprends.
Excusez-moi, j'ai pensé qu'on avait commencé avec 15 minutes de... C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je pensais vraiment que c'était 15 minutes plus tard. Désolé. Bon. Mais bon, moi, ça m'a permis de prendre mon temps. J'espère que c'était profitable. Je ne me suis pas pressé. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire une opération. En fait, donc ça, c'est vraiment la question centrale. Donc, on va prendre peut-être l'exemple je vais prendre l'exemple du cube. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Fn ici, Fn-1 ici, jusqu'à F0. Alors, Fn, c'est toujours égal à 1. Il y a une seule face de dimension n. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi les 1. Je vais faire une sorte de triangle de Pascal avec ce vecteur et le vecteur de 1. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vois deux nombres, en dessous, il y a un trou, je mets la différence des deux nombres. Donc ici, par exemple, je vais mettre la différence de ces deux nombres. Et ensuite, je vais mettre la différence de ces deux nombres ici, la différence de ces deux nombres ici, et je vais mettre aussi la différence de 0. Imaginons que c'est 0 ici, donc il va y avoir un 1. Alors, en fait, c'est à la fin que je vais mettre ça, mais donc, donnons un exemple. Si je prends l'hypercube, le cube ici, donc il va y avoir une face de dimension 3. Il y a de dimension 2, il y en a 6. De dimension 1, 12, et il y en a 8. Et donc, je vais continuer 1, 1, 1, et je vais mettre ici 5, 4, 7, et à la fin, je vais trouver 1, 3, 3, 1. Alors, ce que je viens de faire, en fait, c'est une transformation de f-vector en un autre vecteur. Donc, j'ai commencé avec un vecteur de longueur 4, j'ai trouvé un vecteur de longueur 4. Alors, il s'avère qu'en fait, quoi que vous fassiez, pour un polytope qui est... Alors ce qu'on appelle, j'ai transformé le vecteur f0, fn en un vecteur h0, hn. Et donc, ça, c'est Macmullen qui a conjecturé en 78. Alors, c'est la même date où il y avait la conjecture de Ritz. C'est une coïncidence, mais c'est marrant que ce soit vraiment... Des fois, il y a des belles coïncidences de temps. Alors, 1978, donc il a conjecturé que cette suite... Alors, en fait, il a remarqué que le h-vector est une suite symétrique. Deuxième chose, c'est que les HJ sont non négatifs. A priori, ce n'est pas évident parce que vous faites la différence. Et la troisième chose, c'est que ça va former une suite unimodale. Donc ça va continuer, ça va monter H0, H1 et ça va jusqu'à Hn sur 2 et ensuite ça descend jusqu'à Hn. Et c'est symétrique. Donc c'est symétrique en fait, ça va monter dans cette direction, c'est-à-dire que ça va descendre dans cette direction. Donc il a conjecturé que c'est une caractérisation des h-vectors, des f-vectors des polytopes simples. Alors ça c'est pour un polytope simple. Polytope simple, ça veut dire que chaque sommet est adjacent à autant de segments que la dimension de l'espace. Donc ici, chaque sommet voit 3 segments. D'accord, pour un polytope simple, vous allez avoir ça. Ici, cette conjecture a été démontrée par Stanley en 1980. Et donc ça, ça a été démontré en utilisant la géométrie complexe. Et Macmullen, il a utilisé ce que je vais vous raconter du coup après la pause, l'algèbre des polytopes, pour donner une preuve combinatoire de ça. Donc ça a donné naissance la preuve combinatoire. Et l'algèbre des polytopes. Donc je vais reprendre un peu avec la prélude historique. C'est bien parce que j'avais d'autres préludes historiques à vous raconter pour arriver. Mais du coup, je vais probablement dépasser. J'espère que vous n'allez pas trop, parce que j'aimerais vous... Bon. Merci beaucoup.